Allez, encore 1 heure de session. Julien, je te laisse mal à part. Alors, si tu tapes du code, tu as le micro. Ouais, d'accord. Je te laisse le micro. Bonne session. Bonjour à tous. Donc, pour moi, je m'appelle Julien. En fait, je suis développeur web. À l'origine, développeur web, en tout cas. Maintenant, je suis plus vraiment développeur. Je suis passé dans un autre domaine qui a absolument rien à voir avec l'informatique, mais qui me laisse du temps, on va dire, pour faire des projets, voilà, que j'aime, enfin, ma passion, on va dire. Et donc, ces dernières années, depuis 4 ans maintenant, j'ai développé un moteur de jeu sur le web, web natif, comme on dit. Et donc c'est essentiellement ce projet-là que je vais présenter ici. Donc le nom c'est Warm Y2K, un nom un peu bizarre comme ça d'apparence. Ce que ça veut dire en fait, ça veut dire Web Against Regular Major Engine. C'est en gros le web contre les moteurs, on va dire, réguliers d'aujourd'hui, c'est-à-dire Unity ou Unreal Engine, etc. Enfin, en gros, les moteurs software. Voilà. Montrer qu'on peut avoir une solution optimisée sur le web. Et Y2K, parce qu'il fallait quand même bien rester un peu dans la modestie, c'est dans une limitation technique qui est entre, on va dire, les années 90 et 2010. Voilà, donc j'utilise pas de technique récente dans ce moteur, comme peut le faire Unreal Engine par exemple, avec des rendus ultra photoréalistes. C'est pas du tout mon objectif en fait. Et on verra après pourquoi c'est pas l'objectif. Donc dans la première partie, je vais présenter ce qu'est WebGPU, parce que ce moteur se base sur la technologie WebGPU. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais c'est une avancée absolument majeure dans le web qui va arriver d'ici peu de temps. Ça doit être l'histoire de quelques mois, je pense. Ensuite, on va présenter donc le moteur généraliste. Alors généraliste parce qu'il fait 2D, 3D, et qu'on peut en fait créer à peu près tous les styles de jeu avec ce moteur-là. Enfin, une démo live coding d'un petit jeu de tir. On va être modeste, c'est une base de jeu de tir, en fait, plus exactement. Voilà, donc qu'est-ce que WebGPU ? Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais en fait, c'est ce qui permet de faire aujourd'hui du rendu 3D sur vos navigateurs. Donc il y a pas mal de sites, par exemple, de grosses marques comme Porsche ou je sais pas, Rolex, qui l'utilisent dans ces sites web pour montrer leurs produits en 3 dimensions bien beaux sur leur page web, etc. C'est grâce à ce genre de technologie-là. Donc ça nous permet, enfin, c'est le successeur de WebGL. Avant, c'était WebGL, qui était, d'ailleurs, il est toujours là, bien sûr. Il y avait des gros problèmes de performance avec WebGL. On n'arrivait pas en fait à avoir des framerates constantes. Et ça, en jeu vidéo, c'est ultra important pour nous d'avoir toujours au minimum 60 fps. Sinon, ça se voit vite. Et les problèmes de performance étaient dus au fait surtout que WebGL est basé sur OpenGL, qui était la librairie graphique de base depuis des années et des années, mais qui devenait vieillissante au fur et à mesure. Et là, ces dernières années, il y a un consortium en fait qui s'est réuni. En gros, toutes les plus grosses sociétés de la tech mondiale se sont réunies sur ce sujet-là. Donc, il y a Intel, Google, Microsoft, et il y a le groupe Chronos qui est à l'origine de OpenGL aussi, et Apple, voilà. Et Mozilla aussi. Et donc, toutes ces sociétés en fait, ont envoyé leurs développeurs au W3C, qui est l'organisme qui gère les standards du coup, pour le web. Et ils ont créé le GPU for the Web. Voilà, un groupe de travail nommé comme ça qui contient 200 développeurs quand même. Et à l'heure actuelle, le dépôt a 17 000 commits. Donc c'est énorme quand même. Hein. Les mecs, ils sont encore en train de galérer dessus. En fait. C'est pas encore gagné d'avance, mais les résultats sont vraiment sans commune mesure avec WebGL, donc c'est très bien. Voilà. Pourquoi c'est plus rapide ? Parce qu'en fait, c'est un accès plus rapide, plus direct aux API graphiques qui sont récemment sortis là.
On verra tout à l'heure, juste la slide d'après, l'historique des API graphiques. Voilà, donc je l'ai dit, plus puissant, plus flexible et plus rapide, et désynchronisé du navigateur surtout. Voilà. Donc on a une 3D en fait qui est directement affichée à partir de la carte graphique. On n'a plus du tout de passerelle qui se fait avec le navigateur. Voilà, ça c'est l'historique des API graphiques. On a OpenGL qui date des années 2000 et qui a eu un large succès, quoi. Mais en fait, bon, là ces dernières années, il était clair que les performances n'étaient pas encore au niveau. Et du coup, les constructeurs sont dit on va créer de nouvelles, nous-mêmes. Et c'est un petit peu Apple qui a lancé la danse, qui a commencé ça avec Metal en 2014. En plus, ils sont bien placés, eux, parce qu'ils avaient déjà ils créaient leur propre matériel, comme vous savez, et donc ils n'ont pas eu de mal en fait, à créer le software qui va avec leur matos à eux, quoi. Donc c'était ultra rapide. Et après, il y a Microsoft qui a créé DirectX 12 et le groupe Chronos qui est passé sur Vulkan, qui a abandonné l'architecture OpenGL. Voilà. Et ensuite, on a, du coup, il y a à peu près 3 ans de ça, la sortie de WebGPU, qui se base non plus sur OpenGL comme le faisait WebGL, mais sur Metal, Vulkan et DirectX 12. Donc il vient se poser en fait par-dessus ces API-là. C'est une sorte d'adaptateur, on pourrait dire. Ouais, alors le support actuellement, il n'est pas extraordinaire. C'est le début en même temps. Sur Chrome, c'est bon, il est largement supporté maintenant de manière automatique, on va dire, parce qu'avant, il fallait activer un flag dans le menu développeur de Chrome, en fait, pour activer WebGPU. Bon. Maintenant, c'est bon, vous pouvez avoir directement WebGPU sur n'importe quelle page web, sans rien faire. Edge, c'est pareil, parce qu'il se base sur Chrome, et Opera aussi. Voilà. Et Firefox, alors là, il est en rouge, mais en fait, on peut l'activer avec un flag en ce moment même. Voilà, donc là, c'est maintenant l'heure de présenter Warm, un moteur donc complet qui est basé sur une stack web. On voit bien la stack web en bas. J'utilise donc NPM pour tout ce qui est gestion de package manager. Vite, ensuite, qui permet de compiler toutes les sources qui sont écrites en TypeScript. Donc, quand vous développez avec Warm, en fait, vous avez le TypeScript qui est là pour vous aider à typer votre code. Et puis bien sûr HTML et CSS forcément qui sont là puisque c'est un moteur web natif. Donc comme Phaser, comme plein d'autres, hein, il y en a plein d'autres. Voilà, donc généraliste, ça c'est quelques démos que j'ai créées donc, qui sont incluses dans le moteur en fait, en tant que démo, en tant que sample. D'une part, ça m'a servi. Alors d'une part, ça m'a servi quand même de test de non-régression. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'ajoutais des choses dessus, il fallait quand même vérifier qu'il n'y avait rien qui était pété derrière, quoi. Et donc le fait de lancer toutes les démos comme ça, après un ajout, ça me permettait de voir si j'avais cassé un truc ou pas, et dans lequel cas, je le réparais. Ensuite, ça a un deuxième avantage, c'est directement pour les utilisateurs, ça permet de savoir comment l'utiliser, dans n'importe quel, enfin pas n'importe quel contexte, parce qu'il n'y a pas tout, mais dans des contextes différents, quoi. Voilà. Donc là, on peut voir par exemple une copie de la scène de Final Fantasy VII. Là, ici, la deuxième, c'est un test de performance ici qui est exécuté, où on a 10 000 cubes qui sont instanciés et qui sont en rotation de manière indépendante. 10 000 cubes en même temps dans la scène, du coup, ça fait, à raison de 36 vertex par cube, ça fait 360 000 vertex qui sont calculés. Et on a des performances qui sont de l'ordre de 60 fps, 60 fps. Et c'est quand même plutôt correct pour ce genre de technologie. Après, on a un moteur de particules dessus.
On a une gestion des tilemaps. Donc, comme on a vu pour Nagori, par exemple, les tilemaps sont incorporés aussi, bien sûr. Et des choses donc, comme la démo ici de Final Fantasy VII, où on voit des petites lignes blanches. Ça, c'est ce qu'on appelle un walk mesh. J'y reviendrai un petit peu plus tard. Ouais, donc d'autres démos. Alors, il faut savoir que c'est voilà, effectivement, comme j'ai dit, c'est quand même comment dire, orienté des makes, en tout cas, ou jeux indépendants, avec une forte comment dire, en gros, j'ai rajouté un shader en fait PSX, donc un shader PlayStation. Et c'est ça qui donne cet effet un petit peu rétro, on va dire, à toutes les démos, quoi. Voilà, donc ce que j'ai voulu quand j'ai créé cet outil, c'était une solution complète à tous les niveaux pour pouvoir créer des jeux assez simplement avec les technologies web actuelles. Pourquoi j'ai fait ça? Parce qu'à mon sens, en tout cas, ça n'existe pas aujourd'hui, réellement. J'ai pas trouvé de moteur qui intègre à la fois l'UI, la gestion des events, la 2D et la 3D, l'intelligence artificielle de base et de la physique de base. J'en ai pas trouvé parce que TreeJS, c'est un renderer, c'est pas un moteur de jeu. Babylon.js, c'est un moteur de jeu, certes, mais on verra plus tard qu'il n'est pas tellement dans la philosophie de ce produit-là. Donc c'est pour ça que je l'ai créé. Alors après, le but, c'était vraiment d'avoir quelque chose, comme je disais, de simple d'utilisation et de flexible à la fois. Alors, en informatique, c'est deux termes qui vont vraiment pas bien ensemble, simple et flexible, ça c'est sûr. C'est assez difficile d'avoir les deux. Donc il faut faire des compromis parfois. Et la manière dont j'ai, on va dire, à peu près atteint la simplicité, l'une des façons dont j'ai atteint la simplicité, c'est bizarrement d'être revenu à des techniques plus traditionnelles dans la création de jeux vidéo. Des techniques qui sont plus ou moins oubliées aujourd'hui, dans des moteurs récents, et surtout sur le web. Donc des techniques comme par exemple le walk mesh, que je vous ai montré tout à l'heure. Des techniques comme l'animation de personnages 3D par frame et non pas par matrice, comme c'est souvent le cas aujourd'hui. Un hit mesh, du coup, donc ça, c'est ce qui permet en fait à un modèle 3D, on le verra dans la démo de live coding tout à l'heure, de rentrer en collision avec un environnement 3D ouvert. Voilà, et d'autres techniques qui ont été rajoutées dessus et qui viennent vraiment, en fait, comme on l'a vu, de jeux plutôt anciens, justement, mais qui sont vraiment très optimisés et qui sont parfaites, en fait, pour un rendu non photoréaliste. Voilà, le but, c'était aussi de proposer quelque chose, comme c'est marqué, une solution pour les jeux indépendants, en 3D notamment, qui ont, en fait, un studio indépendant n'a certainement pas les moyens d'un AAA ou d'un gros studio. Donc il faut quand même, ils peuvent pas créer, on va dire, des jeux équivalents à ces studios-là, en termes de, on va dire, de scène 3D, de level design. Ils n'ont certainement pas la même capacité à produire des choses équivalentes. Et donc cet outil-là, on va dire, revient à la période PS2, PS1, où là, à la limite, les indés auraient tout à fait la capacité de créer des jeux de cette époque-là, parce que les textures sont assez basiques, c'est facile à faire, c'est du low poly, quoi. Et pourtant, on a tous en mémoire des jeux de cet âge-là qui nous ont marqués, parce que la qualité est ailleurs, quoi, en fait. Voilà, la qualité n'est pas forcément dans le photoréalisme ou ce genre de choses. Et donc, voilà. Et bizarrement, ce que je me suis rendu compte, c'est que en faisant du coup un produit qui avait des restrictions technologiques, comme ça, une limite technique, eh bien, ça simplifiait énormément.
énormément le développement derrière. Voilà, donc après au niveau des performances, on est sur quelque chose de tout à fait correct, ça, il n'y a pas de souci. C'est WebGPU qui gère derrière. On est cross-platform aussi parce que c'est un projet web, donc on peut le porter sur mobile, sur desktop, sur tout ce que vous voulez, avec Electron notamment, et avec, comment il s'appelle, Capacitor, pour les mobiles. Et le dernier point, en tant qu'objectif de conception, c'était un outil full code, il n'y a pas d'éditeur d'intégrer. Voilà. Donc ça, c'était un choix, on va dire, entre guillemets, parce que avoir un éditeur, pour moi, ça rajoute un côté boîte noire à la chose, où le développeur ne va pas forcément tout voir, puisque ce qui est dans l'éditeur reste caché. Et parfois, ça peut être un frein. Après, pour tout ce qui est édition de tilemap, édition de modèles 3D, édition de tout ça, eh bien, j'ai pris le parti de prendre certains logiciels et de gérer leur format. Voilà. Par exemple, pour les modèles 3D, c'est Blender, et puis pour les tilemaps, c'est Sprite Fusion. J'ai pas voulu gérer TileAid, mais bon. Ouais, on va voir quelques démos. Ouais, magnifique vue. Alors, donc les démos. Ça commence par le cube basique, la base de la base. Voilà. Là, ici, on a un F. Le but ici, c'est de montrer que cette partie-là est smoothée, c'est-à-dire que les normales sont smoothées. Donc, on a une gestion des smooth groups. Peut être utile pour, je ne sais pas, modéliser un canapé, par exemple, des choses qui ne sont pas angulaires. On a une gestion des normal maps. C'est important. Alors, le cube. Une gestion des animations de texture. Peut être important pour faire de la VFX notamment. Bon, là pareil, les smooth groups. Ensuite, il y a des choses comme hop, S. Voilà, là on active ce que j'appelle le shadow volume. Donc je ne sais pas si certains d'entre vous ont joué à Jet Set Radio Future par exemple, mais c'est un jeu qui gérait les ombres d'une certaine manière. Les développeurs ou les modélisateurs 3D en fait créaient des mèches invisibles pour l'utilisateur dans lesquelles les ombres rentraient en fait. Et dès que le personnage rentrait dans ce cube invisible, il prenait l'ombre. Voilà. Et ça permettait de gérer les niveaux d'ombre de façon hyper précise. C'était pas automatique, donc du coup, ils pouvaient mettre de l'emphase dans le level design là où il y en avait vraiment besoin. Et voilà, c'est une autre technique du coup qui est plus utilisée aujourd'hui, par exemple dans les jeux, mais qui est pourtant hyper intéressante. Là aujourd'hui, la mode actuelle sur ça, c'est plutôt faire du shadow cascading, c'est-à-dire vraiment prendre toute la map, on applique un gros projecteur dessus et on calcule les ombres sur tous les objets de manière équivalente. Et des fois, c'est très réaliste, effectivement, mais ça peut faire un peu brouillon, quoi, à certains moments. Voilà, après, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bon, il y a un shader de toon aussi. On est dans le thème non photoréaliste, donc il fallait bien un shader d'animé. Voilà, après, il y a l'outline. Oups. L'outlining. Pareil, pour faire des effets manga. Le shader, donc PSX. Je ne sais pas si on le voit bien, là. Je vais mettre le cube normal. Voilà, shader PSX, vous voyez. Voilà, quand ça devient tout dégueulasse comme ça, c'est normal, c'est shader PSX. Il y a une dégradation qui se fait au niveau des pixels, c'est de la pixelisation, ce qu'on appelle, et une limitation au niveau des couleurs.
un effet de dithering également, pour retrouver bien le côté. Alors, ce qui est intéressant là, c'est qu'en fait, on peut cibler uniquement un objet qui a ce filtre, parce que le moteur en fait gère ça en post-processing. Une fois qu'il a fini de créer le rendu de la scène, il va créer un deuxième rendu, du coup, qui s'apparente plus à un filtre Photoshop, hein, qui va s'appliquer à chaque frame. Et on a ça à la fin. Donc comment il sait après quel objet ciblé? En fait, c'est par ID. Vous pouvez donner un ID à un objet et du coup dire que cet ID-là sera affecté par tel effet. Voilà, c'est à peu près tout pour cette démo. Ensuite, on a le Walk Mesh. Comment? Là? C'est un MacBook Pro M1. Voilà. Et là, ça met du temps parce que en fait, les formats que j'ai dans la démo sont en JSON, au niveau 3D. Et en fait, bon, j'ai intégré depuis, heureusement, le format binaire, hein, donc, parce que c'était vraiment énorme. Donc ça, c'est le Walk Mesh. Voilà. Là, pareil, c'est une technique que j'ai piochée de Final Fantasy VII, du studio Squaresoft. Une technique qui date quand même pas mal, mais qui est plus vraiment utilisée aujourd'hui. En tout cas, sur le web, c'est clair que non. Une technique qui permet donc à un personnage de... En fait, le personnage peut naviguer uniquement sur les triangles interconnectés, récupérer l'élévation et rentrer en collision glissante avec les bords de ce Walk Mesh. Après la démo, si elle vous intéresse, on peut parler aussi au personnage. Bon, il y a un petit choix de dialogue. Voilà. Cette démo-là, si elle vous intéresse, c'est de la 3D pré-rendue. Hein, donc, l'image que vous voyez derrière, c'est pas de la vraie 3D, c'est juste une image qui est posée. Si ça vous intéresse de voir les détails de cette démo, elle est sur le prochain numéro de Programmé. Voilà, après une démo en 3D isométrique pour le coup, pour montrer qu'il y a aussi la gestion des billboards en 3D, pour afficher les sprites. Voilà, on peut passer derrière, etc. Voilà. Donc ça, c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment d'équivalent actuellement pour ce genre de gestion des collisions sur le web, je le précise bien, hein, parce que sur Unity, vous avez des choses équivalentes, je pense. C'est sûr même. Mais voilà. Donc pour vous donner une idée, par exemple, je connais quelqu'un qui est en train de créer un jeu qui est absolument magnifique, vraiment sur tous les plans, qui s'appelle Fable Recip, et qui utilise le moteur physique Rapier, qui est le dernier né sur le web, et qui nous fait vraiment plaisir parce que ça faisait longtemps qu'on attendait un moteur physique. Voilà, donc il a géré sa physique en fait par ce biais-là, puisque c'est un peu la seule solution qu'on a à l'heure actuelle. Et donc il avait à peu près une trentaine d'arbres sur la map. Bon, chaque arbre avait son rigid body, sa physique, etc. Et c'est vrai que ça peut faire lourd au bout d'un moment. Donc une solution, par exemple, c'est de poser directement un walk mesh sur la map et ensuite d'avoir ces arbres à côté, mais sans gérer les collisions objet par objet, juste la map, quoi. C'est un peu le but qu'il y a derrière. Parce que là, c'est optimisé, c'est-à-dire qu'il ne va pas chercher parmi tous les triangles à chaque fois pour savoir s'il rentre en collision ou non, il va seulement chercher les triangles qui sont adjacents. Et les mecs de Squaresoft, ils avaient fait vraiment du bon travail là-dessus. Voilà, et une dernière démo, puisque ça va être en fait le live coding, en version un peu plus simplifiée. C'est le FPS. Voilà, où on peut bouger dans la map. Donc là, on est... C'est pas évident à une main.
avec un saut qui est prévu. Ça, ce sera implémenté dans Live Coding pour le coup. Et voilà, où on peut rentrer donc en collision avec les triangles de manière glissante. Donc ça, pareil, c'est une autre façon de gérer les collisions. On n'est pas du tout sur une approche moderne avec un moteur physique et des rigid body par objet. On prend la map dans son entièreté, on en fait un modèle 3D également, mais invisible, et qui va nous permettre de gérer les collisions automatiquement dans la map en fait. Ce genre de technique, l'inventeur de cette technique, c'est John Carmack, encore, qui a fait ça donc pour Quake 1. Et puis après, ça a suivi pour Quake 2, Quake 3, Quake 3 Arena, Unreal Tournament 2004, et puis tous les autres Unreal Tournament l'utilisent également. Voilà, c'est quelque chose d'assez répandu quand même, dans les FFPS surtout. Voilà. Donc, par contre, il y a des optimisations nécessaires, hein, parce que normalement, pour calculer les collisions, on est censé être au courant de à peu près tout ce qui nous entoure. Et du coup, pour faire ça de manière efficace, on utilise un BSP, là, dans ce cas-là, qui permet en fait de décrémer la plupart des bounding box qui nous entourent. Le BSP est là pour optimiser tout ça. Voilà, donc là il reste 30 minutes. Je pense que j'ai tout dit et qu'on peut passer au live. Ah non, pas tout dit. Il y a l'environnement aussi. Bon, c'est un environnement classique, hein, du web, voilà, donc NPM. Pour installer le projet, c'est juste un clone du projet, bien sûr, et puis npm install, npm run dev. Il y a Vite qui se lance, et ensuite, on a le hot reload qui se met en place. Le langage TypeScript, donc ça c'est génial. Enfin, ça dépend des cas, parce que moi c'est vrai que quand j'ai développé mes démos, il y a certaines démos qui étaient tellement grandes, on va dire, parce qu'il y a quand même un TCG dedans. C'est assez lourd de faire ce genre de truc. Et dans ce cas-là, le JavaScript en fait m'a plutôt aidé, on va dire, parce qu'il pouvait me permettre de laisser des gros pans du projet pas du tout à jour, avec des erreurs de partout, et puis machin, il y allait quand même, quoi. Voilà. Alors que TypeScript, c'est un peu plus... voilà. Enfin bon, quand même, TypeScript, c'est bien. WGSL, ça c'est le langage de shader qui est utilisé. Et puis après, Chrome, parce que pour le moment, ça peut run que sur Chrome quasiment. Voilà, donc ça c'est pour créer un nouveau projet. Il y a un boilerplate qui existe sur mon GitHub qui permet en fait juste de récupérer une page blanche entre guillemets du projet et puis de le lancer et puis de faire son expérimentation, quoi. Voilà. Oups. Alors je ne sais pas si on va avoir le temps pour la démo complète, enfin pour le live coding. On va essayer. Ça marche ou... François est là ou... Non? Ah. 1, 2. Ouais. Ah, je sais pas. Ouais, non, ça marche pas. Ça ne pas. C'est comme ça. 1, 2. Ouais. Parfait. Ah oui. Hop. Alors, voilà un petit peu de live coding. Ouais.
Voilà. Donc il y a déjà des assets qui sont inclus dans le projet, hein. Je vais vous montrer les assets. Voilà. Donc on a une map qui ressemble à ça, que j'ai récupéré sur Internet. On peut voir l'intérieur. Et donc j'ai créé du coup forcément une extension Blender pour pouvoir exporter les modèles 3D dans le format que comprend Warm, comprend le moteur. Donc là je vais pas le faire parce que j'ai déjà fait une fois, mais en fait export to JSM, ça va exporter le modèle 3D en lui-même. Alors c'est plein d'abréviations au niveau des formats. C'est un petit peu embêtant, certes, mais voilà. JSM, en fait, c'est pour JSON Static Mesh, donc les meshes qui sont statiques, qui ne sont pas animés. JWM, c'est pour JSON Walk Mesh, donc ce qu'on a vu tout à l'heure, en fait, le mesh qui gère le maillage de sol. JNM, c'est le mesh de collision en 3D, comme une map comme celle-ci. Et il n'y a plus rien. JAM pour les mèches animées, etc., etc. Voilà. François, j'ai plus de... Pourquoi? Ah non, c'est ma faute. Je crois. Oh oui. C'est bon. Voilà, donc on va commencer par créer déjà un fichier GameScreen. Et par faire un npm rundev. Hop. Voilà, donc l'avantage, c'est qu'on va travailler en fait avec la console de Chrome à côté, qui va nous dire les erreurs en même temps, quoi. Donc qu'est-ce qu'un screen? Un screen, c'est l'équivalent en fait des states de phaser. Vous pouvez voir ça en fait comme un écran du jeu. Il y a l'écran de pause, il y a l'écran d'inventaire, il y a l'écran du jeu en lui-même aussi. Et donc tout ça, c'est des screens qu'on peut superposer, qu'on peut router de façon à naviguer dans les menus, etc. Donc première partie, déjà, on va commencer par afficher la map qu'on a vue tout à l'heure. Qui prend du coup deux objets. On a le JSM du coup pour l'afficher, la map, et JNM pour les collisions. Ensuite, on initialise nos objets à vide, hein, du coup, pour le moment. Physique. Est-ce que j'ai fait un npm i? Oui. Ok. Ah oui, il ne faut pas oublier d'appeler super. Voilà.
et on exporte game screen. Voilà, ensuite on a le main.js du coup qui est le fichier d'entrée et qui est livré avec le boilerplate qui lui exécute tous les renderers et toutes les fonctions en fait du moteur. Alors je le laisse quand même en libre accès parce qu'on peut réorganiser les choses là ici de façon à avoir des rendus custom. Et donc il faut qu'il intègre ici game screen. On voit screen manager, request set screen pour hop, lui dire bah, tu vas sur ce screen là et tu l'exécutes. Oui. Ah oui, oui. Ah, c'est pour ça, effectivement. Merci. Oui, du coup, il est en double, donc on peut l'enlever. Voilà. Ensuite, donc, maintenant qu'on a initialisé nos objets, il va falloir dire vers quel fichier afficher, vers quel fichier charger notre map. Et donc là, ça va se faire via la fonction onEnter, qui est une fonction dédiée donc, à Screen, qui est disponible dans Screen, et qui est responsable pour charger, en fait, qui va vous permettre de charger vos assets. Hein? Ah oui, ouais, je peux, ouais. Ouais, c'est bon? Ouais, ok. Alors, bah, c'est parti. Donc là, tout ça, c'est en await, c'est-à-dire que c'est de l'asynchrone, étant donné qu'on a du chargement de fichiers assez lourd, bah, tout est en asynchrone. Et donc, onEnter est elle-même en asynchrone, et les fonctions update et draw vont commencer uniquement quand onEnter aura fini, comme ça au moins, ça permet vraiment d'être sûr que le code ne sera pas exécuté au niveau des loops si on n'a pas fini ça. Donc là, c'est la matérielle. La matérielle en 3D, ça c'est commun à tous les moteurs. C'est ce qui va définir le type de matériau finalement de notre objet. Et de comment il va... Enfin, c'est vraiment les propriétés physiques visuelles de l'objet, quoi. Voilà. Dans ce moteur-là, c'est hyper important de préciser. Là, c'est une différence majeure parce qu'il est unimatériel. Il n'y a qu'une matérielle. Voilà, c'est tout. Par contre, elle est hautement paramétrable. Et elle est customisable aussi par le biais des shaders, en injectant du code via des hooks à l'intérieur des shaders. Mais le choix a été fait d'avoir une seule matérielle, et le shader n'est pas lié à la matérielle, il est lié en fait au mesh. Voilà, parce que dans les moteurs récents, en fait, vous avez un shader par matériel, ce qui permet vraiment d'avoir des rendus 3D hyper différents les uns des autres. Le problème, ça, c'est que quand le moteur 3D doit passer à chaque fois pour visualiser, il va changer de shader, il va changer de programme de shader pour chaque objet qui est différent. Donc en général, il les groupe par groupe de shaders, justement, par matériel, pour pouvoir utiliser, hop, on va dessiner tout ce groupe, ensuite tout ce groupe, ensuite tout ce groupe-là. Le problème, c'est que de changer de programme de shader, c'est quand même assez mauvais pour les perfs.
Par contre, le visuel, effectivement, n'a rien à voir. Et ça, on est clair là-dessus. Il n'y a pas d'autre solution pour faire des jeux aussi magnifiques qu'aujourd'hui. Mais voilà, pour le cas qui est ici, en tout cas, c'est unimatériel. Donc on va charger la texture. Donc ça, c'est des propriétés qui définissent comment la texture va être interpolée à l'intérieur du monde 3D. Parce que la texture est une image vraiment fixe en fait, et là le problème c'est que quand on est dans un monde 3D, ben, si on a une texture qui est posée sur un carrelage, si on est très très loin, la texture va être très déformée. Ça permet de dire la stratégie qui va être adoptée. Et on peut retourner le mesh. Voilà, ensuite on va créer une autre fonction du coup qui va charger le JNM. Donc le modèle qui permet de gérer la physique. Et en fait c'est l'équivalent, vraiment c'est l'équivalent du modèle JSM. Dans notre cas à nous, hein, parce qu'il y a des cas où on veut que le visuel soit différent de la collision, quoi. Il y a des cas où vraiment la map de collision elle n'a rien à voir avec le visuel. Alors create map, ok, et 10.jnm create jnm. Ok. Alors normalement, oui là il faudra dessiner maintenant, il faut dessiner et update nos objets. On va mettre, voilà. Ça c'est le delta time. Et draw. Voilà, bon, logiquement, si on lance, ça devrait s'afficher. On va avoir une caméra statique par contre. Ah, une erreur. Donc JSM load file is not a function. Ah oui, parce que je me suis gouré dans le... Alors oui, là c'est noir, c'est normal, c'est parce qu'il n'y a pas de lumière en fait. Si vous utilisez un moteur 3D et que vous mettez lighting sur une matérielle, et si vous ne mettez pas de lumière, ce sera noir. C'est un truc où on se fait souvent avoir. Donc on va rajouter une lumière. Une lumière ambiante d'abord. La lumière ambiante. La lumière ambiante, c'est vraiment la lumière qui est de base dans la pièce. Une lumière, on va dire, uniforme dans la pièce, quoi. Voilà. Et après, une lumière directionnelle. Premier argument, donc c'est la direction de notre lumière directionnelle. Elle va hop à la verticale comme ça, en Y-1. Et après, c'est la couleur de la lumière. Donc 1, en fait, on n'est pas comme en web sur des valeurs RGB. On est sur de l'RGB, mais normalisé entre 0 et 1. Voilà.
Au lieu que ce soit 255, c'est... Le dernier, c'est le spéculaire. Bon, ben là, on le met à 0, et voilà. Voilà, donc là, on a la map en question. Par contre, on ne peut pas bouger la caméra. Il va falloir la rajouter, la caméra. On a une caméra de base, mais on lui dit juste de regarder en fait là où elle regarde. Hein. Donc on va rajouter ça. Ouais, c'est bon, il m'a bien rajouté. Hop. Le 0 qui est ici, c'est pour lui dire simplement quelle vue on regarde, parce qu'on peut avoir différents viewports dans la fenêtre, comme pour des jeux à multijoueurs. Donc là, on va lui dire le viewport par 0 qui est par défaut. Voilà. Et donc notre caméra, on va essayer de la bouger déjà, juste avec le trackpad. On va essayer de la bouger en fait pour que ça corresponde à ce qu'on veut viser, quoi. On va créer une vitesse de rotation. Et on va même créer en fait un cross-air, enfin un viseur. Là, on va faire tourner la caméra. Comment? Non, on va faire tourner la caméra. La caméra va tourner, voilà. Du coup, HTML, donc image, élément, parce que là, en fait, on va créer un viseur, on va pas s'embêter, le viseur c'est quelque chose qui est fixe devant notre image, en fait. Donc on va carrément utiliser du HTML pour l'afficher. C'est ça l'avantage d'avoir un moteur, à mon sens, web natif, c'est qu'on a toute la puissance de HTML et de CSS qui est derrière et qui nous permet de gérer le HUD d'une manière à peu près 10 fois plus simple, je pense, qu'avec du Unity ou du Godot. Voilà. On va initialiser crosshair comme on le ferait pour n'importe quelle image, du coup. Voilà. Alors ensuite, on va positionner simplement notre caméra à un autre endroit, parce que sinon, ça va gêner pour la suite. 10.caméra 7 position 0, 2, 1. Voilà. Et on va dire, très important, à notre input manager de rester loqué une fois qu'on a cliqué dans la petite fenêtre. Comme ça, au moins, notre curseur ne va pas se balader dans tous les sens. Ok, donc maintenant, pour ce qui est de la rotation, on va avoir besoin du coup de subscribe, de s'inscrire à des événements de l'input manager de l'engine. Donc pour ça, c'est dans onHunter et on va souscrire à input manager. L'événement mouse move. Ça va être la fonction handle mouse move ici. Donc on va créer bien sûr cette fonction là et elle va être appelée à chaque fois qu'on bouge notre souris. Il va nous permettre après de modifier la rotation de la caméra pour qu'elle suive notre mouvement de souris. 10.caméra, set rotate. Donc là on va récupérer les événements.
Ça c'est marqué dans la documentation du moteur. La documentation, elle est ici. Voilà, où tout est documenté. Si on va sur Input Manager par exemple, on voit tous les événements ici. Donc nous on utilise mouse move qui est là, avec data, movement X et Y. Alors, on est une petite équipe et puis on est en train de créer des tutoriaux en ce moment. Voilà. Donc, mouvement Y. Et mouvement X. X et Y, en fait, là, dans ce cas-là, dans le cas d'un mouse move, c'est tout simplement le vecteur directionnel qui se produit avec votre mouvement de souris, quoi. Normalisé. Et hop, on ne veut pas bouger du coup sur Z. Donc là, on va bouger en fait sur l'axe des X et l'axe des Y. Y, quand on bouge, c'est comme ça. X, c'est comme ça. Voilà pourquoi c'est inversé ici. Voilà, donc là, hop, on a notre caméra qu'on peut bouger déjà avec la souris. Et en plus, on peut régler la vitesse de la sensibilité. Par contre, si j'appuie sur les touches directionnelles, on peut toujours pas bouger. Alors, ah oui, si, on va rajouter le viseur avant. Bon, c'est pas bien compliqué en plus, on va le faire ici. Et là, on va appeler UI Manager. Donc tout fonctionne en manager en fait dans cet engine. C'est des singletons à chaque fois. Ils sont tout le temps là, une seule instance. Ils sont définis ici, donc UI par exemple. UI Manager. Tout ce qui est manager, vous pouvez y accéder en tant qu'objet et non en tant que classe pour pouvoir ben voilà, ajouter un nœud, ajouter un widget ou faire de la gestion de focus par exemple. Donc j'en étais à UI Manager Add Node. Donc là on va pas ajouter un widget parce qu'il est possible d'ajouter vraiment un widget au sens vraiment c'est plus qu'un nœud HTML quoi. Et là on va mettre au milieu notre curseur. Voilà, il est là. On va pouvoir viser. Donc ensuite, comme je disais, le mouvement sur le clavier. Pour ça, on va devoir ajouter quelques petits attributs ici. La direction. On va rajouter le jump et la force du jump. Alors, on va initialiser ça bien sûr à 0 au début. Pas de... Et la force du jump, 10. Voilà. Maintenant, on va gérer l'input. Alors, ce qui est conseillé, c'est de faire des inputs, des updates différents suivant leur responsabilité dans le code.
là, on va faire un update qui est responsable de gérer les entrées. C'est mieux de découper les updates, parce que sinon on se retrouve avec toute la logique en fait, de l'update dans une seule fonction, et ça devient absolument un bordel monstrueux. Voilà. Après, vraiment, quand on fait des projets beaucoup plus matures, on va dire, on fait un découpage autre encore, qui est un découpage par composante, avec des architectures comme ECS, où c'est vraiment, c'est encore plus découpé que ça. Et là, ça rajoutait trop de code, et du coup, ça faisait trop long. Donc, pour bouger notre caméra, on va récupérer ces axes. Et en fait, quand on va appuyer sur la touche pour aller devant, on veut que la caméra aille devant dans son axe de rotation, bien sûr. Et donc pour ça, on doit récupérer ces axes locaux courants. Du coup, c'est ce qu'on fait avec getAxis. getAxis, en fait, c'est vraiment les axes de la caméra actuellement, en comprenant les rotations, ce genre de choses. Voilà, on réinitialise direction avant, histoire de partir sur de bonnes bases. Et du coup, si l'action left, très important dans les jeux, de découper, comme ça a été dit précédemment, les touches clavier et les actions. Voilà. Parce que du coup, si vous avez un clavier ou une manette de jeu et X moyens d'entrée, vous allez devoir recopier à chaque fois si la touche temps ou alors que la touche temps du gamepad est appuyée. Non, en fait, vous wrappez tout dans des constantes, voilà, une constante gauche, droite, etc. Et ensuite, vous gérez que ça dans votre code métier réellement, parce que sinon, c'est un bordel. Donc, left. Pour aller à gauche. Je vous explique après juste la ligne qui suit parce qu'elle n'est pas forcément évidente. Voilà, donc comme on avait dit, comme j'avais dit, c'est caméra getAxis, donc du coup, c'est un tableau à 2 dimensions. La première ligne, ici 0, correspond à l'axe X de la caméra. On a notre caméra qui est positionnée comme ça, son axe X qui passe comme ceci, positif. Donc on est sur un système de coordonnées dans ce moteur qui respecte la règle de la main droite. Ce qui veut dire qu'en fait, la règle de la main droite, on met notre pouce ici, l'index ici et le majeur là. L'axe X, c'est le pouce. L'axe Y en haut. Et ici, Z, la profondeur qui vient vers nous. Donc là, on est sur... on veut aller à gauche. Donc on voit bien que quand on met notre main ici, comme ça, en fait, on veut aller à l'inverse de l'axe X. On va aller à moins X. Du coup, voilà pourquoi le moins 1. Et on touche uniquement, bien sûr, aux directions X et Z, pas Y, on ne veut pas aller vers le haut, quoi. Ça va nous donner un vecteur directionnel, du coup, qui pointe, comme ça, dans l'axe de moins X de la caméra. Après, on va avoir beaucoup de copier-coller. Hop. Mince. Voilà, 3 fois pour les 4 directions. Right. Right, c'est pareil, mais c'est juste que là, ici, c'est 1. Ou rien, du coup. Après, on a up. Là, c'est pour aller devant. Et down. Voilà.
Et enfin, donc si on bouge, parce qu'on a un booléen moving là qui va nous servir à pas répéter. Surtout en fait, ça prend parce que là tous les if, il n'y a pas de else, donc tout peut être exécuté en même temps. Voilà, on peut appuyer sur toutes les touches en même temps pour avoir des. Et du coup, ça va s'ajouter au vecteur directionnel. Et donc on bouge le vecteur directionnel. Enfin, on le scale. Non, on le normalise plutôt. Ah, pardon. Voilà. Ouais, il faut ajouter UT. Et voilà. Donc normalement là, on peut bouger. Ah, j'appelle quand même update input ici. Il n'a pas de zone TS. Voilà. Ah, non, je peux pas bouger. Ah oui, c'est normal, oui. Non, il faut effectivement quand même affecter le vecteur directionnel à la caméra. Bah, à la limite, bon. Parce qu'après, il y a en fait une partie physique pour vraiment gérer la physique derrière. Et donc l'update de la caméra, il se fait dans la partie physique. Mais là, juste pour vous montrer comme ça, je vais faire l'update de la caméra directement là. Et, peut-être il va falloir scale quand même ce vecteur directionnel. Alors, voilà, on va le scale peut-être avec une variable de 2. Je sais pas, on verra ce que ça donne. Ouais, c'est trop rapide. Donc on va scale 0,2. Voilà. Tac. Alors par contre, ouais, effectivement, je me suis gouré ici. On va juste changer. Ouais, hop, c'est pas 0, c'est 2, puisque là on est sur l'axe Z. Eh mince, j'ai fermé VS Code. Hop. Voilà. Et je peux toujours pas aller tout droit. Oui, il faut sauvegarder. Voilà, c'est bon. Donc là déjà, on a notre caméra qui bouge avec le vecteur directionnel qu'on a créé ici. C'est du code qui peut se refactorer dans une fonction caméra FPS facilement quand même. Mais bon. Il y en a une d'ailleurs dans le moteur. On aurait pu utiliser. Ensuite, on va update la physique. Ah oui, ça va être chaud pour la physique alors. Bon, elle n'est pas très très longue, on va voir, mais oui, ça va être chaud. Ah, c'est... Bon. Bah, alors à ce moment-là, ce que je vais faire, c'est que je vais copier-coller le code de mon projet. Voilà, la gravité. Donc la vélocité, la vitesse, le lift, j'aurais peut-être pas le temps de l'expliquer, et la gravité. Le radius, c'est la taille de la bounding box de notre personnage. Hop.
Et l'update physique, en fait, il est là. On va remplacer ici. Ça, on peut l'enlever. Voilà, la hauteur, c'est pareil, c'est la hauteur de la box de notre personnage, hein, puisque là, pour le coup, ce modèle de physique, en fait, gère que des rectangles avec une surface carrée au sol. Update physique. Est-ce que ça va marcher? Tac, caméra translate. Ok, on va essayer et puis je l'expliquerai tout à l'heure. Oui, voilà. Donc là, hop, on collisionne avec tous les murs. Et c'est vraiment intéressant de voir comment c'est fait. Surtout que c'est pas très long. On s'attendrait à avoir un truc super compliqué à ce moment-là. Et ben non, en fait. Donc là, je répète, c'est vraiment des techniques qui sont utilisées par Quake et par Unreal Tournament, par exemple. C'est quand même des références dans l'e-sport. Ça a été vraiment des jeux extrêmement populaires, avec des dynamiques de jeu hyper poussives. C'est ce genre-là. Donc, on récupère la vélocité en multipliant le vecteur directionnel qu'on a normalisé par la vitesse. On sauvegarde notre vélocité dans une petite variable membre. On va pas s'occuper du jump, c'est pas important. On vérifie du coup si la vélocité est supérieure à 0, donc on est en mouvement, alors on récupère notre mouvement réel, du coup la vélocité multipliée par le temps, le delta time. Ça va dépendre des machines, il y a des machines qui exécutent plus vite que d'autres, donc du coup on multiplie par le temps pour pouvoir avoir un mouvement uniforme sur toutes les machines. Ensuite, on vérifie, du coup, là très important, avec JNM. On fait un disJNM.box. Et là, en fait, cette fonction, on lui donne tout simplement une position, un radius de box, une taille de box, quoi, une hauteur, un mouvement. Et lui, du coup, va nous renvoyer en fait le mouvement possible possible en fait, en prenant en compte les contraintes du terrain ou de la map. Voilà. Le lift, ça c'est un peu autre chose, c'est-à-dire que le lift, ça monte un tout petit peu la box du personnage, de façon à ce que, vous savez, quand par exemple il arrive pas loin d'une marche, bah, ça bloque pas le personnage, en fait il va passer par-dessus. Parce qu'il y a une tolérance, on va dire, au niveau des collisions qui se trouve en bas de la box. Et voilà, faut imaginer qu'une bagnole qui se monte comme ça. Voilà, après, le snap floor et le snap distance, c'est vraiment la distance minimum qu'on veut, à partir de laquelle on vient se coller au sol. Une fois qu'on a notre retour avec navinfo, on a forcément un mouvement correct qui ne va pas nous faire rentrer dans les murs. On a un mouvement qui va être transformé par le JNM pour être agréable à l'utilisateur, on va dire, et faire un glissement le long d'un triangle, par exemple. Donc du coup, on bouge la caméra avec le vecteur move de nav, info. Voilà, et ensuite, donc ça c'était par rapport à la mécanique du saut. Si notre vecteur de vélocité en Y est inférieur à 0, ça veut dire qu'on est en train de tomber et qu'on collisionne le sol, alors on le met à 0. Pareil pour le plafond. Et ça, c'est la gravité. Donc, si on n'est pas en collision avec le sol, du coup, hop, on applique un lerp, en fait, une interpolation linéaire pour amener la vélocité petit à petit vers la valeur de gravité. C'est pour ça que quand je lance la démo, on tombe. Voilà. Ça, c'est le lerp qui fait effet.
Voilà, la démo est finie. Voilà, bah, j'espère que ça vous aura plu. Merci du coup à François et l'école 42 de nous accueillir. Voilà, c'est top. Merci à toi. En tout cas, c'est du bon chrono parce que les pizzas viennent tout juste d'arriver là-haut. Pile. Très très bien. Tu restes un petit peu ? Ouais, donc si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à croiser Julien entre deux parts de pizza. Voilà. Donc merci à tout le monde. J'espère que cette session vous aura plu, qu'elle vous aura fait apprendre des choses autour du jeu, de la 3D, etc. et des moteurs. Donc toutes les sessions seront bien entendu disponibles en replay sans doute la semaine prochaine sur notre chaîne YouTube. On fera bien entendu tous les relais sur meetup.com et programmer.com. Merci en tout cas de votre venue. Vous étiez nombreux et nombreux et c'est très très bien comme ça. Merci à toutes les équipes techniques de 42. Merci à tous les intervenants et merci à vous, cher public, évidemment, parce que sans vous, ce serait un petit peu emmerdant aussi. Voilà. Sur ce, donc, je vous laisse monter au niveau de l'étage. Donc, les pizzas vous attendent. Il reste quelques boissons aussi à boire, des gobelets. N'oubliez pas vos gobelets et tout le monde est invité à prendre quelque part de pizza là-haut. Voilà. Et normalement, elles sont très bonnes ici. Voilà. Merci, bonne soirée et bonne pizza. À bientôt.